Bonsoir. Abyss, édition spéciale, version longue. Le chef-d'œuvre du réalisateur James Cameron, Titanic, Terminator 2, Judgment Day, Alien. Un sous-marin de l'US sorti en 91. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais n'importe quoi. Wow. Alors pourquoi mais bon, aïe, comme cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Mais non, c'est pas de ça qu'on vous parle. On va vous parler de Abyss, le jeu de Bruno Cathala. Mais attends, il y a peut-être un rapport, parce que quand tu regardes la gueule, ça fait penser un peu à Avatar. Ouais, Abyss Avatar. C'est vrai que c'est pas faux. Peut-être que Bruno Cathala devrait demander des royalties. C'est peut-être Bruno Cathala. Sauf que le jeu Abyss est sorti en 2014. Et Avatar est sorti en 2009. Ah. En tout cas, Bruno Cathala, qui a fait tellement de jeux, Dice Town avec Ludovic Maublanc, Cyclades avec Ludovic Maublanc. On a dit qu'on le présentait plus. Non, on le présente pas, on a dit. On le présente pas. Et Charles Chevalier, voilà. 14 ans et plus, c'est un jeu un petit peu touffu. 2 à 4 joueurs et des parties de 45 minutes environ. Il y a 2 extensions qui existent dans ce jeu. Kraken et Léviathan qui permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Voilà. Et Kraken, ça rajoute des contrebandiers qui sont un peuple de plus parmi les... Il paraît que l'extension Léviathan apporte une vraie plus-value à l'ensemble du jeu. Mais je ne saurais pas dire en quoi. Les points positifs de ce jeu, me direz-vous, madame? Mais attends, mais avant les points positifs, faut me montrer brièvement un petit tour. Brièvement un petit tour. Alors, brièvement un petit tour. À chaque joueur, le tour, on va dévoiler, vous voyez, il y a une piste de cartes. On doit faire quoi? Des points. Alors on fait des points. C'est une course aux points, on doit faire des points. Il n'y a pas de collection, pour une fois chez Bruno Cathala, comparé à Sea Salt and Pepper par exemple. Ah oui. Mais là, on doit faire des points. Donc par exemple, je vais proposer à mes joueurs adverses 2, 3 ou 4... C'est toi qui les révèles, là c'est ton tour. Voilà, je révèle. Il y a un hippocampe. Est-ce que ça t'intéresse l'hippocampe? Ensuite, je monte celui-là, je fais, tu veux l'acheter? Oui, non. Là, tu veux l'acheter? Oui, non. Ainsi de suite. Et moi, j'ai le droit d'en garder une gratuitement. Si moi, je n'en veux pas. Et si à la fin, j'ai tout révélé et que j'en ai pas pris, je récupère la dernière et je récupère une perle. Vous voyez, une perle. C'est clair, voilà. Ça. Ensuite, tu récupères... Ensuite, tout ce qui n'a pas servi, on va le mettre dans le peuple qui correspond. Donc là, par exemple, c'est l'hippocampe, ça va dans l'hippocampe. Et après, en fait, je vais devoir choisir sans le... Je peux faire comme ça, mais sans la consulter et sans regarder ce qu'il y a dedans. Je récupère un des peuples. Donc par exemple celui-là, par exemple si j'ai envie d'acheter avec voilà. Et je crois que t'as pas fait le bon choix parce qu'il n'y a pas de seigneur hippocampe. Voilà, je prends quand on a fini. Ah, et si on tombe sur le monstre, on l'a pas dit. Si on tombe sur le monstre, on peut soit l'attaquer et ramasser le cadeau, soit l'ignorer et faire descendre l'écran de menace. Des perles, des points ou des clés. Et une fois qu'on a gagné le truc, on réinitialise. Donc même si on est arrivé en bas, ça reset. Ok, donc là, admettons par exemple, j'ai ramassé, donc tu as ramassé une des fosses avec toutes les créatures qui sont dedans. Oui. On va dire, prenons juste cet exemple là, j'ai ça, je dispose de tous ces habitants, de toutes ces ressources, et vous voyez des points, et c'est que ça avec ces points, donc qu'est-ce qu'on a comme seigneur? Disons, je prends le méduse. Alors voilà, je dispose, si on fait la somme, j'ai 4 points de méduse. On voit qu'il y a des seigneurs méduses. Donc là, pour l'avoir, vous voyez, il va rapporter 5 points en fin de partie. Il va faire un effet semi-permanent, puisqu'il y a permanent lors de votre tour. Vous pouvez défausser une pile. Quand il y a la coche noire, c'est... Les piles du conseil, c'est ça. Donc on pourra en récupérer apparemment une autre, si c'est défaussé une autre. Quand il y a une petite flèche noire, ça se fait une fois, et quand il n'y a pas de flèche noire, c'est semi-permanent. On se débarrasser d'une autre tuile. Une fois par tour. Ok, bon là il y a une clé, on va voir après. Donc là, admettons que je veux poser pour 8. Vous voyez ici 8, il faut commencer déjà à avoir une carte méduse au moins pour pouvoir payer son coût. Donc je dispose de 2. Si j'utilise les 2, j'ai 4, mais il me manque que 4. Comment je paye pour avoir 8? Alors, vous voyez ici qu'on peut, perles. Avec le blanc, c'est qu'on peut payer avec une autre ressource. On va dire avec une autre espèce. Et on peut payer avec une autre espèce. Donc on commence. On doit payer avec une autre espèce. Tu peux payer qu'en méduse. Ou tu peux payer qu'en méduse. Mais... Non, ça veut dire qu'il faut méduse plus une autre espèce obligatoire. Ah, c'est une obligation. Ah, ouais. Bon, de toute façon, je pense l'avoir appliqué, mais ok. Oui, tu l'as appliqué. De toute façon, tu vas regarder. Ok, bon, alors voilà. On fait une autre espèce qui fera aussi 4 points de plus, et on arrivera à 8, donc 4 et 4, 8, et on obtient ça, et on applique l'effet. Là, par exemple, il faut 10 crabes, et on peut pas faire autre chose que 10 crabes, puisqu'il n'y a rien de plus. On peut payer avec, si on n'a pas assez de crabes, on peut payer avec des perles. On complète, voilà. Un point par perle. Si j'arrive à un score de 7, que j'ai pas d'autres ressources, je mets une perle pour
avoir un point supplémentaire. Donc par exemple, prends le 8, voilà, et on repousse tout ça d'un cran, Et on complète pas. Et on complète pas. Jusqu'à qu'il n'en reste plus que On 2. complétera que quand il restera. Ça limite les choix au fur et à Quand mesure. on aura acheté le 3e, le dernier il gagne 2, enfin celui qui a acheté ça il gagne 2 petites perles, et on recomplète la suite du bordel. Alors vous voyez, il y a une petite clé en haut à droite de la carte. Quand vous disposez de 3 clés, enfin de personnages avec 3 clés, vous pouvez avoir une clé à part avec la chasse des monstres. Automatiquement, vous choisissez soit un des lieux présents, soit vous révélez de 0, Qui dispose de bonus pour la fin de la partie. De 1 à 4 lieux, et vous choisissez celui qui vous va. Celui qui vous va, vous le prenez. Ceux qui ne vous vont pas, vous allez les mettre là, et ça va augmenter pour les joueurs adverses le choix. Alors l'idée principale, c'est que si vous voulez plus de choix, bah, vous en laissez aussi plus aux adversaires. Donc attention, essayez d'estimer si ça en vaut la chandelle. Et une fois que vous avez pris votre lieu, vous le disposez sur les 3 personnages clés qui ont une clé, ou si vous avez des clés que vous avez ramassées. Moi, par exemple, là, j'en ai. Bon, celui-ci, admettons que je ne l'ai pas acheté. Si, vous voyez, j'ai 3 personnages clés, donc je les aligne. Ils ont chacun, alors elle n'a pas d'effet, mais les autres avaient des effets, ben, je suis obligé de les couvrir et il n'y a plus d'effet. Plus de pouvoir. Donc que vous l'ayez utilisé ou pas, malheureusement. Bon, on a dit l'essentiel après, on va pas parler des comptages. Après, comme c'est à votre tour, vous avez parfaitement le droit d'utiliser le pouvoir. Enfin, vous avez parfaitement le droit d'acheter le lieu, d'utiliser le pouvoir et de fermer à tout jamais le truc, puisque c'est une fois par tour ou une fois dans le... En gros, pour résumer, voilà, vous possession. faites quand même beaucoup de points en achetant des personnages et avec les personnages en achetant des lieux qui vont démultiplier... qui vont vous favoriser, d'accord, on va prendre un exemple, favoriser donc une spécialisation. Ici, c'est 3 points pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des hippocampes, plus 3. Donc les hippocampes, vous voyez, j'en ai 3. Les alliés, c'est encore autre chose, ça va rester en board selon ce que vous payez, ben, vous allez en garder un. En fait, quand on paye, on garde toujours la plus petite valeur. Fédérés, donc allié fédéré. Ça va vous encourager. Il y a les confédérés et les alliés fédérés. Ça va vous encourager à avoir beaucoup plus d'hippocampes pour faire plus de points. Plus qu'une autre créature. Ok. Je la refais de façon visible. Il y a les confédérés et les alliés fédérés. Nous, on a pris les deux. Je te laisse maintenant qu'on a fait une présentation relativement longue. Succincte, mais obligatoire, on va dire. Voilà, les mécaniques sont quand même assez abstraites, avec plusieurs points de détail à prendre en compte qui ont leur importance. Par exemple, le fait de pouvoir compléter la somme pour acheter les seigneurs avec des lunes, bah, je l'avais zappé. Du coup, j'avais perdu sur les premiers tours. Les lunes. Ah, les perles, oui. Les perles, pardon, les perles. Là, par exemple, c'est très difficile parce qu'il faut 5 peuples différents pour acheter à 10. Et ça rapporte que 3 points de victoire. Par contre, le pouvoir est très bien puisqu'il te permet de piocher 3 lieux et d'en placer tout de suite un sur ton contrôle, même sans les clés. C'est un équilibre qu'on retrouve dans la plupart des jeux de Bruno, notamment le fait de pouvoir piquer, alors que c'est ton tour, il va te piquer. Les autres joueurs vont pouvoir avoir... la primauté du choix. Oui. Ouais, donc normalement on se dit c'est notre tour, ah bah, moi je veux cette créature, eh ben non, c'est l'adversaire qui prend à ta place. Ça, vous voyez, c'est très puissant, bah, comme c'est très puissant, en fin de partie ça rapportera que 3 points si vous le conservez. Mais en général, vous avez d'autres seigneurs qui vous permettent d'échanger celui-ci avec un autre pour avoir plus de points. Défausser comme moi j'ai fait à la partie. Donc il y a pas mal de modularité, vous voyez, il y a une originalité dans le fonctionnement, même si on reste encore dans une salade de points. Moi, ça va être un peu un reproche parce que je suis pas le plus friand de, on va dire, des conditions, de dire ah bah ça va te rapporter plus de points, ça va te rapporter plus de points. Je préfère avoir des effets qui vont affecter directement le jeu plutôt que me dire tu gagnes des points. Après, quand on combat une murène, on peut ramasser aussi des jetons qui ont des points de victoire inscrits. Oui, bah là pareil, tu prends exactement le bon exemple avec les murènes. Moi j'attendais par exemple en récompense du murène, peut-être un petit effet, un peu comme les seigneurs, qui fassent quelque chose au-delà juste de faire des points. Mais bon, c'est mon point de vue. Alors, les points positifs, du coup, bah, Bruno Cathala. Voilà. Enfin, Bruno Cathala. Disons, l'approche de Bruno Cathala, qui est quand même, il a son style à lui. Donc, bon, là, il est associé à Charles Chevalier, mais il a quand même son style à lui qui est reconnaissable. C'est comme tu disais, Nico, ce principe de pouvoir un peu champouiner, enfin, un peu asticoter l'adversaire en lui faisant... en lui dérobant, un peu lui coupant l'herbe sous les pieds au moment où il aurait peut-être été intéressé de l'avoir. Et ce qu'on disait hors caméra, c'est que c'est ce qu'on retrouve un peu dans Cyclades, où tu ne peux pas... Tu peux avoir un plan d'action, mais par exemple dans Cyclades, il y a une espèce de mise aux enchères
qui va peut-être t'empêcher de faire l'action que tu souhaites. Si tu dois chaque fois réadapter. Prendre, parce que du coup, tu pourras prendre qu'en dessous, donc tu pourras pas prendre au-dessus. Et on retrouve cette même mécanique, on dit ah mais j'aimerais bien moi avoir ces hippocampes, eh ben, c'est l'adversaire qui les a pris. Voilà. Et tu dois réadapter. Donc des fois, ça peut être intelligent. Tu évites tous les peuples que tu veux pas, et tu sais que tu les récupéreras autour à la phase d'après dans le conseil. Donc ça peut être aussi une stratégie. Ah oui, mais il y a plusieurs stratégies. De faire du mind game en disant à l'adversaire, moi je veux ça. Donc lui il va t'empêcher en payant. Ah oui, la première achat, on va donner, le joueur va donner une perle. Deuxième achat, il va donner 2 perles. Troisième achat, 3 perles, et ainsi de suite. Oui, il peut pas tout acheter. Dire ah, tiens, je te prends tout ce que tu poses en board, serait complètement déséquilibré. L'ADA est sublime. Pour ma part, c'était presque une des raisons pour laquelle je voulais acheter le jeu sans avoir lu les règles. Elle a une vraie identité. C'est l'identité de l'ADA. Effectivement. Ouais, le matériel, pareil, quoi. Enfin, le matériel, c'est, voilà, regardez ça, ça se dit, hein, c'est pas des trucs en caoutchouc, même les cartes, elles sont pas tressées, celles-là, mais elles sont solides, voilà, hein. C'est pas des cartes en plastique comme dans Mindbug ou je sais pas quoi. Même les toutes petites cartes, elles sont... Oui. Bon, les perles aussi sont très belles. On dirait un peu les perles de Res Arcana, d'ailleurs. Ouais. Ça me fait penser. Alors, par contre, je suis moins fan du récipient. Ça fait déchet, genre t'as fini ton yaourt et puis tu as ça. C'est ça. Et c'est pas très pratique en plus. C'est un peu le côté truc de... Dans Res Arcana, c'est plus pratique. C'était comment dans Res Arcana? Je sais plus, mais c'est un... Ouais. Alors c'est pas un plastique... Non, c'est des conques c'est un plastique dur. Et même les paires, tu les prends... Parce que là, ça a tendance à se barrer. Et c'était un peu difficile pour les changer. Ouais. Le thermoformage. Bah oui. Regardez. Hein? M le maudit, pour pas dire le nom. Voilà, ça c'est un thermoformage. Vous voyez? Là on met les boîtes, là on met les créatures murènes et les clés, les cartes. Hein? Ça coûte pas plus cher de bien manger, comme dirait Aimé Jacquet. La diversité de combinaisons aussi, moi j'aime beaucoup. Ce principe de pouvoir prendre des pions là pour avoir des points. Et par exemple, moi, à un moment, j'avais joué 4-3 sur un 7. Et du coup, la plus petite valeur que j'ai gardée, c'est le 3. Parce que sinon, j'aurais gardé que des 1. Et là, en faisant 4-3 pour avoir 7, ou pour acheter un truc à 6, j'ai payé un peu plus cher, mais je me suis dit, au moins, le 3, je l'aurai en point de victoire à la fin. Il y a Donc, il y a quand même cette satisfaction-là. Il y a la satisfaction de réussir quelques plans de jeu, dire, ah, je voulais faire ça, j'y suis arrivé, se donner les moyens. Malgré la pression ou le hasard, comme quoi l'adversaire pouvait subtiliser la ressource qu'on voulait. Puis de pouvoir prendre des points avec les lieux aussi, parce que les lieux donnent des points définis, plus... On n'a pas celui-là. Mais il y en a qui donnent des points définis, bon, pas celui-là non plus. Celui-là, voilà. Celui-là, il donne des points définis par une condition, plus des points de victoire quand même qui sont indépendants de la condition. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'étoffer sa manière de récupérer des points de victoire et la rejouabilité du jeu aussi, parce que du coup, chaque partie sera différente, puisque chaque turnover sera différent, chaque personnage sera différent, chaque lieu sorti sera forcément différent. Mais ce qui est appréciable, justement, c'est que l'économie n'est pas trop serrée. Tu vois, un jeu comme Agricola, ça se joue souvent au point près. Il y en a qui adorent ça. Moi, je préfère toujours avoir un peu plus de marge et pas trop me prendre la tête. Ah, mais j'avais pas anticipé que j'allais perdre une ressource là, que je ne récupérerais pas, que je pourrais pas faire mon plan d'action. Et tu te retrouves complètement bloqué parce que tu te manques juste ce petit point. Le fait que les lieux annulent les pouvoirs des personnages à clé, c'est bien, ça aussi. Je dirais aussi pourquoi c'est pas bien, mais là, en tout cas, c'est dans les points positifs, c'est bien. Parce qu'une fois que je mets mon lieu, bon, maintenant je prends un lieu au pif, voilà, je le mets là, paf, et j'ai plus à me casser la tête en me disant, est-ce que j'ai utilisé mon truc, est-ce que je vais le réutiliser, est-ce que mon adversaire... Non, je sais que à partir du moment où le mec a posé les clés, il est bloqué, il peut plus le faire. Mais du coup, il faut aussi penser à faire le truc avant de bloquer, parce qu'une fois qu'on est bloqué, on peut plus revenir en arrière, on peut plus turnover. Plus turn back. Ça demande un peu d'une expertise. Ça demande une certaine expertise. Pour un jeu de ce calibre. Maintenant, et les points positifs aussi, 45 minutes. Ça, c'est un point positif. Un jeu rapide qui peut se sortir en début de soirée, après l'apéro, après après si Salt and Pepper, pourquoi pas. Mais nous, on la joue pas comme ça, nous. Non, nous, on a fait n'importe quoi, mais je le dirai après en point négatif. L'affrontement pour les achats, c'est un peu le négatif, parce que par exemple, si on n'aime pas se faire couper l'herbe sous les pieds, forcément, ça va un peu faire rager, entre guillemets, quoi. Bon, mais comme je te dis, comme l'économie n'est pas très serrée, on peut se rattraper ailleurs, ça va, on va pas pleurer parce qu'on a pris un niveau. Les pouvoirs des seigneurs, en négatif aussi, qui peuvent être compliqués, soit en termes de choix,
on perd un peu de temps à lire les... Ça va. À lire les sous-titres. C'est vrai que toi, tu as galéré. Alors moi, j'ai galéré dans une prise en main sur d'autres points parce que j'avais fait des oublis malheureux que j'ai eu du mal à compenser. Toi, tu as galéré sur les effets. Toi, tu as peut-être un cerveau plus analytique. Moi, j'ai un cerveau... une approche... Les seigneurs, ça va. Ça m'a pas... J'ai un cerveau mathématique un peu défaillant. Donc, du coup, pour les trucs de calcul de points, de machin, de ce que ça va me rapporter, je suis pas toujours très au fait du truc. Ou pour la résolution, à quel moment le faire. Bon, ça, on le sait que la flèche noire, c'est quand on veut une fois, et que les autres, après, c'est quand on veut une fois par tour. C'est des semi-permanents. On oublie souvent... Bah toi tu l'as fait plein de fois pendant la partie, on oublie souvent qu'on peut payer avec des perles quand on n'a pas de quoi... Bah ça a impacté mon début de partie. Hein. Ça impacte forcément le début de partie. Ça t'a permis toi de t'approprier des bonnes cartes dès le départ que moi ça m'a mis à la traîne. Et donc en négatif comme je le disais, le fait que les lieux annulent les pouvoirs des seigneurs à clé parce que du coup bah, on se dit merde, j'ai oublié de le faire, mais comme j'ai pris je suis obligé de le jouer. Et comme je peux en jouer... Alors est-ce qu'on peut jouer tous? Non, on doit en jouer un seul par tour je pense. Bah du coup, une fois qu'on a recouvert, c'est terminé, qu'on n'a plus. Alors, le point négatif qu'on a fait, mais qui n'est pas vraiment un point négatif, c'est l'inexistence d'un méga abysse. Je m'explique. On avait oublié, on a zappé, on se rappelait plus, qu'il fallait mettre que 7 personnages et qu'au bout du 7e joueur, on déclenchait la fin de partie. Donc on a fait une grosse partie de presque jusqu'à la fin de la carte, quoi, enfin des cartes. Donc on s'est retrouvé, en fait, on va faire comme une sorte de méga Carcassonne. Alors je sais que le créateur de Carcassonne n'aime pas le méga Carcassonne. Alors je sais pas quel est l'avis de Bruno Catala sur le méga Abyss, si on est les premiers à le faire ou pas, mais c'est vrai que ça a apporté une plus-value parce que du coup, bah, on s'est apporté plus de points. Bon, moi j'ai terminé avec... Il y a plus d'effets, plus de combos. Bon. Voilà, 214 à 155. Et c'est vrai que c'était intéressant comme truc, et donc je donne l'avis à Bruno, pourquoi pas ne faire prendre l'autorisation de se faire... Au lieu de 45 minutes, 1h30. Un méga abyss de 1h30. Ouais. Alors peut-être des extensions, ça prolonge, peut-être des nouveaux modules. Oui, ça je sais pas, j'ai pas joué du tout aux extensions. Donc ça a été déjà pris en compte. Je dirais que pour cette partie-là, il y a le problème, c'est qu'il y a des tuiles qui ne sont pas adaptées. Notamment, il y a une tuile qui dit, bon, par exemple, pour compenser le fait qu'on ait peu de seigneurs, vous gagnez, par exemple, 20 points moins le nombre de seigneurs que vous avez. Donc, si tu as peu de seigneurs, tu vas faire quand même beaucoup de points. Mais là, dans entre guillemets, un méga abyss, même si pour moi, c'est pas réellement comparable, mais une partie plus longue de abyss, à ce moment-là, on a forcément beaucoup de seigneurs et cette tuile ne sert plus à rien. Donc, le jeu a été calibré pour une durée de jeu, pour un certain nombre de seigneurs en jeu, et tu as beaucoup d'effets qui peuvent se retrouver abusés ou inutiles. Il y a aussi un petit abysse dans les jeux, dans l'Abyss Universe. C'est un autre jeu qui a dans l'univers d'Abyss, mais qui n'a pas de rapport avec Abyss et qui n'est pas compatible avec Abyss. C'est comme fait souvent Bruno Catala, un stand-alone. L'Abyss fait le moine. Voilà, on finira sur ça. Merci. Ciao.